En approchant des côtes de la Sicile, tu profites de la vue, le vent procure une fraîcheur très agréable et tu ressens un bonheur intense d'être en vacances. Mais soudain, le bateau tremble et tu perds l'équilibre. Tu lèves les yeux et tu vois un énorme panache de fumée noire s'élever au-dessus du volcan Etna. Je vais changer de perspective maintenant, car tu ne vas pas aimer ce qui va arriver dans les prochaines minutes. Regardons la planète depuis l'espace. Sur toute sa surface, on aperçoit des taches de fumée qui s'élèvent. Ce sont tous les volcans de la Terre qui commencent à entrer en éruption en même temps. La fumée est en quelque sorte le signe avant-coureur de ce qui va arriver. Elle monte en premier, nous avertissant du danger. Elle varie ensuite en fonction des différents volcans. Les plus actifs, comme l'Etna en Sicile, vont commencer à déverser du feu et des roches. Déjà, ils n'étaient pas exactement endormis, donc le magma à leur centre est chaud et explosif. Des rochers enflammés vont jaillir du cratère et tomber sur le sol à proximité, tandis qu'une fontaine de lave va gicler et dévaler la pente. La température se situe entre 700 et 1200 degrés Celsius, ce qui est un chouïa trop chaud pour être confortable. Tout ce que ce ruisseau bouillant touche s'enflamme immédiatement, mais pas pour longtemps. La lave est de la roche en fusion, et à l'extérieur du noyau chaud de la Terre, elle se refroidit vite pour devenir solide. Ce qu'il en reste n'est qu'une masse noire grisâtre qui semble un peu ondulée. D'autres volcans auront été endormis pendant trop longtemps et leur réserve de lave n'était pas si importante au départ, si bien qu'ils ne produiront pas vraiment d'explosion. Au contraire, la lave s'écoulera lentement sur le bord du cratère et se déversera sur leur pente. Avec un peu de chance, tout le monde dans les environs sera en sécurité, car le flux incandescent n'ira pas beaucoup plus loin que les contreforts du volcan. D'autres encore, et ils sont en fait une grande majorité, sont sous l'eau, de sorte que leurs éruptions seront très différentes. Quand un volcan submergé entre en éruption, personne à la surface ne le remarquera s'il est un peu éloigné. L'eau juste au-dessus du volcan commencera à bouillonner et sa température augmentera considérablement. Tu sentiras probablement aussi la puanteur des œufs pourris, c'est le méthane et le soufre qui viennent d'en bas. Mais si tu as la malchance d'être à cet endroit précis, tu auras sûrement envie qu'il fasse quelques centaines de degrés de moins. Il peut aussi y avoir une grande quantité de pierres ponces qui flottent autour. C'est de la lave qui s'est refroidie dans l'eau et qui a été remplie de bulles d'air. Et puis, il y a les supervolcans. Il n'y en a que 4 sur la planète, le plus célèbre étant le supervolcan de Yellowstone. Si un seul de ces géants entre en éruption, il fera tellement de dégâts qu'il modifiera de manière significative le paysage d'une grande partie du continent sur lequel il se trouve. Maintenant, comme je l'ai dit, tous les volcans sur Terre commencent à entrer en éruption en même temps. Ce n'est pas un bon jour, sans aucun doute un lundi. Presque instantanément, il crée un désastre pour les zones environnantes avec de la lave chaude et des chutes de pierre. Dès que cela s'arrête, la fumée s'élève dans l'atmosphère et des cendres commencent à tomber au sol. Ça ressemble à de la neige, mais de couleur noire. Mais la cendre est lourde et collante, donc quand elle tombe sur les toits des bâtiments, elle se tasse et les fait rapidement s'effondrer sous son poids. Il est également très dangereux d'inhaler cette cendre, car elle bloque les voies respiratoires, t'empêchant par conséquent de respirer. Très vite, la cendre recouvre toutes les surfaces, asphyxiant l'herbe, les arbres et les buissons, qui cessent de produire de l'oxygène. La fumée, quant à elle, crée un véritable voile dans le ciel. Ce voile ne laisse pas passer le soleil, alors la planète commence à se refroidir et à perdre de nombreux degrés. Elle devient de plus en plus froide jusqu'à ce qu'une nouvelle ère glaciaire commence. S'il y a encore quelqu'un en vie à ce moment-là, il devra faire face à un froid intense et à d'énormes glaciers bien au-delà de leurs zones habituelles. Plus près de l'équateur, cependant, il pourrait faire plus chaud qu'ailleurs. Alors, il y aura encore de l'espoir. Mais l'ironie est que le CO2 est un gaz à effet de serre, et après un certain temps, sa forte concentration dans l'atmosphère réchauffera à nouveau la planète. La glace va se rétracter, et pendant un certain temps, la Terre aura un bon climat habitable, mais pas assez longtemps pour que la vie s'y développe. Bientôt, les températures atteindront des niveaux insoutenables, et il fera une chaleur torride jusqu'à ce que le CO2 disparaisse, au moins en partie. Ce n'est qu'alors que la planète pourrait commencer à revenir à la normale, mais cela pourrait prendre des milliers d'années. Pendant ce temps, les océans sont également en ébullition. Il y a des centaines de volcans sous-marins et ils entrent aussi en éruption, rejetant des milliers de tonnes de gaz et de magma.
Et si le magma reste principalement au fond de la mer, les gaz remontent et rendent l'eau chaude et acide. Une grande partie de la vie marine ne peut pas s'adapter à un changement de conditions aussi rapide, et beaucoup d'espèces font face à une extinction massive. Seules les plus résistantes demeurent, et ce sont des créatures microscopiques qui survivent d'une façon ou d'une autre à des températures d'ébullition dans les crevasses du fond de l'océan. Dans les quelques centaines ou même milliers d'années suivantes, la vie sur Terre est pratiquement inexistante. Environ 95% de tous les êtres vivants ont disparu. C'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé lorsqu'une météorite a frappé la planète à l'époque des dinosaures. Les volcans ont éliminé la vie, ne laissant qu'un voile d'obscurité dans le ciel, des plaines de cendres et de magma solide sur le sol et de l'acide à la place de l'eau dans l'océan. Si tu regardais la Terre d'en haut, tu ne reconnaîtrais qu'à peine la planète autrefois bleue et verte. Mais alors, après un temps suffisant, la Terre commencera à se rétablir. Au début, lorsque le dioxyde de carbone se dissipe et que la température revient plus ou moins à la normale, les plantes commenceront à apparaître. Le magma solide et les cendres peuvent donner à la Terre un aspect de désolation, mais en fait, c'est un assez bon sol pour la végétation. Si tu regardes le Kamchatka, par exemple, tu verras qu'il y a de l'herbe, des fleurs et des buissons qui jaillissent de la masse noire autour des volcans moins actifs. Ainsi, si on leur donne suffisamment de temps, les terres deviendront luxuriantes et la vie végétale y sera florissante, probablement plus que jamais. Avec le retour de l'herbe et des arbres, l'oxygène commencera à être pompé dans l'atmosphère. Lorsqu'il sera assez abondant, l'air redeviendra respirable pour les créatures qui ont des poumons. Mais il faudra beaucoup de temps avant qu'il n'apparaisse à nouveau. Comme la plupart des formes de vie a disparu, le cycle devra recommencer à nouveau à partir des plus petites créatures que tu ne vois même pas à l'œil nu. Des milliers d'années passent et on assiste à l'évolution et à l'apparition d'espèces nouvelles et plus grandes. Elles continuent d'évoluer et de grandir, différentes familles d'animaux apparaissent et il y a de fortes chances qu'elles ne ressemblent en rien à ce que nous avons déjà vu sur notre planète. Ils ont peut-être 6 pattes au lieu de 4 pour ce qu'on en sait, ou même 2 têtes. Les possibilités sont infinies. Et enfin, dans un futur lointain, apparaît la première espèce qui apprend à utiliser des outils. Pour nous, c'était des primates. Pour la Terre du futur, ils pourraient être n'importe quoi. En tout cas, quand ils trouveront des bâtons et des pierres et commenceront à les aiguiser pour en faire des lances et des haches primitives, ce sera le premier pas vers une nouvelle civilisation. Quelques milliers d'années plus tard, une nouvelle espèce intelligente commencera à construire ses maisons sur la planète que nous revendiquions jadis comme la nôtre. Espérons qu'ils n'auront pas à faire face à une éruption volcanique massive comme l'a fait notre civilisation. Enfin, hypothétiquement, bien sûr. De toute façon, revenons au présent. Quelles sont les chances qu'un tel désastre se produise ? Quasiment aucune en réalité. Les scientifiques soulignent qu'il n'y a jamais eu d'éruption de ce genre sur Terre et rien n'indique que cela pourrait se produire dans le futur. Tu vois, le magma vient de la couche supérieure du manteau terrestre. En l'état, le manteau est solide, mais il est si chaud qu'une partie fond et devient de la roche fluide. Quand un volcan entre en éruption, cela signifie que la pression de cette couche en fusion est devenue trop forte et qu'il faut la faire remonter à la surface. Une fois que c'est fait, le volcan d'où elle est sortie plonge à nouveau dans un état de sommeil, ne laissant que des traces de lave sur ses pentes et avec un peu de chance, aucune catastrophe à proximité. Ainsi, si tous les volcans de la Terre entraient en éruption, il faudrait une quantité extraordinaire d'excès de magma dans le manteau terrestre. Et comme il n'y en a pas tant que ça, une telle explosion collective est presque impossible. Ouh, quel soulagement! Maintenant, à propos de ce gros astéroïde qui approche de là-bas… Non, je déconne. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sur cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu devrais apprécier. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.